Nous observons de plus en plus de banques passer à une variété de jetons numériques. JP Morgan a déjà introduit un tel système. Actuellement, ils prétendent que c'est juste pour les clients professionnels. Cependant, en tant que personne ayant audité de nombreuses banques et ayant moi-même travaillé dans l'une d'entre elles, je sais que la Réserve fédérale doit être totalement alignée avec ses banques membres. Donc, si ces systèmes ont été mis en place par Chase et Citi, cela signifie que la Réserve fédérale a également ce système en place. C'est ainsi que fonctionne le système. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai avec moi une collègue youtubeuse, l'unique Lena Petrova. Basée aux États-Unis, Lena est titulaire d'un MBA et est une expert comptable certifiée. Elle a passé près d'une décennie en tant qu'auditrice financière, auditant certaines des plus grandes entreprises du monde, comme Citibank, Nike et BP. Elle se concentre maintenant sur le conseil en gestion et, bien sûr, sur son rôle de formatrice qui aime partager son expertise. Elle gère sa propre chaîne YouTube où elle parle de finance et de géoéconomie. Allez voir, c'est lié dans la description. Lena, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je vous remercie. Alors Lena, commençons par parler un peu de ton travail. Quand as-tu réellement commencé ta chaîne et quand t'es-tu intéressé à la géopolitique et à la géoéconomie et pensé que ces sujets méritaient une analyse? J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques années, et c'est intéressant parce qu'elle a évolué avec le temps. Au début, je me concentrais uniquement sur le business et la finance, mais j'ai progressivement fait la transition vers l'économie, la géoéconomie et le suivi des derniers événements. La raison de ce changement était le volume énorme de nouvelles et d'événements qui nous bombardent chaque jour. Le monde change rapidement. En discutant avec des collègues, des amis, de la famille et en lisant des commentaires, j'ai réalisé que les gens ont du mal à suivre tout ce qui se passe. Ils trouvent difficile de savoir à qui croire, quelle est la réalité et où se trouve la vérité. Ce sont les principales raisons qui ont suscité mon intérêt pour la géoéconomie et la géopolitique et qui m'ont motivé à couvrir les dernières nouvelles. J'ai été très heureux de voir que de nombreuses personnes ont bien réagi à cela. Ils recherchent vraiment des informations fiables, veulent en savoir plus, établir leurs attentes et comprendre comment réagir à tous les événements qui se déroulent dans le monde en ce moment. Oui, votre expertise est assez intéressante car vous venez d'un milieu professionnel, n'est-ce pas? Vous avez étudié le commerce et vous êtes un expert comptable certifié. Donc, vous avez une compréhension des mécanismes de travail avec l'argent, pas seulement en théorie. Comment ce parcours vous a-t-il aidé dans votre analyse? Cela m'aide à comprendre les processus sous-jacents. En tant que personne non familière avec la finance, la comptabilité financière ou les impôts, il est très difficile de saisir ce que l'IRS essaie de faire, quelle est la dernière loi fiscale, et comment cela m'affecte. Avoir ces connaissances de base me permet non seulement de mieux comprendre, mais aussi d'expliquer simplement aux gens qui regardent les vidéos. Nous discuterons de cela dans la deuxième partie de la vidéo. Cette discussion nous permettra de déduire ou de voir lorsqu'il y a un problème significatif, comme lorsque le Pentagone échoue à un audit. Nous explorerons également ce que cela signifie pour les économies entières. Par exemple, si nous regardons l'état actuel du monde et le développement de la géopolitique, nous devons identifier les problèmes les plus importants ou les éléments en mouvement. Cela inclut la accent aigu dollarisation et le déclin du pétrodollar. Nous examinerons les facteurs les plus importants susceptibles d'impacter la géoéconomie. Je dirais qu'il y a certainement eu une transition vers une variété d'actifs refuges.
La DE accent aigu dollarisation est un aspect, mais il y a de nombreuses raisons derrière cela. Un de mes objectifs a été d'expliquer et de fournir des informations opportunes pour aider les gens à réaliser que ce n'est pas juste un événement. Ce n'est pas juste une personne qui décide de se détourner du dollar. Ce sont plusieurs pays. J'ai rapporté à plusieurs reprises sur le blog des BRICS et les conséquences possibles de leur unité économique et alliance sur le dollar et la monnaie de réserve, qui est actuellement le dollar des États-Unis. Donc, ce sont les choses à surveiller. Les ressources naturelles vont être un autre domaine intéressant dans lequel je veux plonger à l'avenir parce que nous avons déjà commencé à voir des pays accumuler ou accéder à des ressources naturelles à un coût efficace. Prenons le pétrole, par exemple. Nous savons que les BRICS ciblent ces réserves de pétrole et ils contrôleront plus de 41% des réserves de pétrole brut dans le monde au 1er janvier. Nous assistons à une transition où des changements et des déplacements majeurs se produisent, pas seulement en géopolitique mais aussi dans le monde financier. Un autre sujet très important pour moi personnellement est les monnaies numériques. Nous voyons de plus en plus de banques passer à une variété de jetons numériques. JP Morgan a déjà introduit leur système. Ils disent actuellement que c'est juste pour les clients professionnels. Mais, en tant que quelqu'un qui a audité de nombreuses banques et qui a travaillé dans une banque moi-même, je sais que la Réserve fédérale doit être pleinement alignée avec ses banques membres. Donc, si ces systèmes ont été mis en place par Chase et Citi, cela signifie que la Réserve fédérale a également ce système en place, car c'est ainsi que fonctionne le système. Je pense que ce sont les grands changements qui vont probablement arriver à court terme. Pouvez-vous m'expliquer cela? Parce que ça n'a pas entièrement de sens. Les gens parlent beaucoup de monnaie numérique et de l'avoir un dollar numérique, mais la majeure partie de l'argent, la grande majorité, est déjà numérique. Tous les actifs dans les comptes des gens ne sont pas de l'argent physique stocké dans un coffre-fort. Ce sont des chiffres dans un tableur, et la plupart des transactions sont effectuées électroniquement, donc nous utilisons déjà de l'argent numérique. De plus, ce concept n'est pas nouveau. Nous avons de l'argent numérique depuis longtemps. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les règlements étaient entièrement numériques via le télégraphe. Alors, quelle est la différence entre ces types de dépôts et l'argent numérique dont nous parlons maintenant, ces jetons? D'accord. Donc, par exemple, si vous avez actuellement un dépôt, cet argent est à vous. C'est un actif, votre actif, et c'est un passif dans les livres de la banque. Ils vous doivent cet argent, essentiellement. Cela implique que vous contrôlez vos propres dépôts. Vous pouvez les retirer quand vous le souhaitez ou les transférer à qui vous voulez, en général. Mais en ce qui concerne les monnaies numériques, et surtout les monnaies numériques de banque centrale, celles-ci seront entièrement contrôlées par l'entité qui les émet. L'entité qui les émet sera la banque centrale de chaque pays. C'est essentiellement comme un programme, et les paramètres sont déterminés par l'émetteur. Par exemple, à l'avenir, nous pourrions ne pas avoir à payer d'impôts en soumettant notre déclaration de revenus à l'IRS. Les impôts pourraient être prélevés automatiquement de nos comptes par l'IRS. La question est de savoir qui contrôle votre argent. Il y a un bon argument selon lequel c'est l'émetteur, car il déterminera les paramètres, ce qu'ils choisissent de permettre. Des questions se posent comme: pouvez-vous utiliser votre argent uniquement dans un rayon de 20 miles de votre domicile? Ou êtes-vous limité à un certain nombre de retraits par mois? Nous ne savons pas. Nous avons déjà vu plusieurs exemples de monnaies numériques de banques centrales dans le monde, y compris au Nigeria et en Chine. Les principales différences seraient la propriété, qui contrôle réellement cet argent, et à quel point nous, en tant que déposants dans une banque, serions limités en termes d'accès à notre propre argent. Je pense que ce sont les plus gros problèmes. Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur les monnaies numériques dans le contexte de l'agenda du Forum économique mondial et d'autres choses telles que les identités numériques et ainsi de suite. C'est intéressant. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait un changement significatif dans la manière dont la banque fonctionne actuellement.
Le changement ne serait pas tant dû à la technologie utilisée, mais plutôt à cause des règles. En l'état actuel des choses, vous et moi ne pouvons pas détenir de dépôts auprès de la Banque centrale, nous sommes exclus de ce privilège. Seules les banques peuvent détenir des dépôts. Les seuls actifs que nous pouvons détenir de la Banque centrale sont l'argent physique, les billets imprimés. Ce sont nos actifs et les passifs de la Banque centrale. Et vous suggérez que le changement impliquerait que nous ayons la capacité de détenir des dépôts directement auprès de la Banque centrale, bien que cela puisse être facilité par une banque commerciale. Est-ce là le changement majeur auquel vous faites référence? Je crois que c'est l'objectif. C'est un aperçu général de la structure. D'après ce que j'ai lu et recherché, je pense que les dépôts seraient détenus par une banque centrale. Bien sûr, il y aurait des banques agissant comme intermédiaires entre le public et l'institution elle-même, n'est-ce pas? Cependant, comme la monnaie numérique de banque centrale est émise par une banque centrale, cette dernière exercerait effectivement un contrôle total sur la monnaie numérique. Les banques de détail ne devraient-elles pas s'inquiéter de cela, parce que cela les rend essentiellement superflues? Je veux dire, on n'a plus besoin d'elles pour faire ça. Je me souviens clairement d'une conférence il y a environ 3 ans à Tokyo. L'un des directeurs de la Banque nationale suisse avait explicitement déclaré qu'il ne voulait pas créer de monnaie numérique parce que ce n'était pas leur affaire. Ils ne sont pas dans le domaine de la création d'actifs numériques pour des entités privées ou des clients. C'est le rôle des banques de détail. Je pense que l'un des problèmes sous-jacents est que toutes les banques n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour agir en tant qu'intermédiaires. Par exemple, les petites banques et les banques communautaires pourraient ne pas survivre parce qu'elles manquent de l'infrastructure nécessaire pour servir un tel système. Il y a une forte opposition à cela, bien qu'elle ne soit peut-être pas largement rapportée par les médias de masse. Aux États-Unis, je ne vois pas beaucoup d'opposition. Cependant, plusieurs projets de loi ont été introduits pour interdire les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, aux États-Unis. Ces projets de loi n'ont pas beaucoup progressé. Ils n'ont pas été adoptés par la Chambre, à ma connaissance. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a plus d'un mois. Il y a définitivement un mouvement pour interdire les CBDC aux États-Unis. Néanmoins, il est juste d'être sceptique lorsque l'on voit le reste du monde évoluer dans cette direction. Considérez-vous également les actions de la Banque des règlements internationaux à Bâle? Cette institution est la banque centrale des banques centrales. Êtes-vous familier avec leur politique concernant les monnaies numériques? D'accord. Donc la Banque des règlements internationaux est essentiellement la banque centrale des banques centrales, et elle existe depuis les années 1930. Peu de gens en entendent parler, surtout aux États-Unis où l'on parle souvent plutôt de la Réserve fédérale. Selon leur documentation, que j'ai abordée dans un court article sur Substack, ils prévoient de tokeniser tous les actifs des clients. Ils ont écrit de manière approfondie à ce sujet dans l'un de leurs documents, qui est publié sur leur site web et disponible pour quiconque souhaite le rechercher. Ils parlent de tokeniser chaque actif qu'une personne peut détenir, pas seulement les dépôts bancaires mais aussi les actions. Par exemple, si vous investissez dans une entreprise et possédez des actions, des options ou tout autre véhicule d'investissement, ceux-ci seraient également tokenisés. Cela m'a surpris lors de mes recherches sur la Banque des règlements internationaux. Malgré son absence dans les actualités, c'est quelque chose qui devrait y être car cela affecterait chaque personne. Le plan de jeu est déjà en place. Il existe un cadre disponible pour que le public l'examine, même si peu de gens semblent s'y intéresser. Oui, je veux dire, je n'aurais pas trop peur de cela, surtout parce que tout se passe au grand jour et c'est un long processus. La banque est vraiment intéressante parce que c'est un acte très politique, il faut rassembler beaucoup de gens. La Banque des règlements internationaux est l'une des institutions les plus incroyables au monde.
Elle réside en Suisse et est essentiellement souveraine. Les seuls qui la contrôlent sont les directeurs des banques centrales membres, et non pas même les pays eux-mêmes. Cette institution est tellement bien protégée légalement qu'il faudrait probablement des mesures extrêmes pour l'affecter, ce qui ne garantirait toujours pas le succès. Elle est très bien structurée. En ce sens, elle fonctionne bien avec le consentement de toutes les banques membres. C'est une institution fascinante, et je ne pense pas qu'elle soit néfaste. C'est plutôt comme une partie intéressante du système. C'est vraiment le cas. Et quand j'ai commencé à m'informer à ce sujet, j'ai été réellement surpris par le peu que nous savons à ce propos. L'une des choses qui m'a le plus étonné était la structure de vote. Différents pays membres, ont un pourcentage de vote qui peut leur être attribué. Ainsi, de fait, les pays occidentaux ont une influence plus marquée sur les décisions prises par la Banque des règlements internationaux que, par exemple, les pays du Moyen-Orient ou d'Europe de l'Est. La structure elle-même est vraiment intéressante. Je suis content que vous l'ayez mentionné car je pense que c'est quelque chose dont de plus en plus de gens doivent prendre conscience. Cela affecte notre système bancaire et les décisions que nos banques centrales prennent, bien que de manière indirecte.